Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Faux Départ avec Julie Bonaparte, qui est la marraine de l'émission. Salut Julie, Allô? ça va? Super. Aujourd'hui, on va parler de la péridurale. C'est un Oui. immense chapitre. Mmh. Julie, toi, tu nous formes. D'ailleurs, les amis, je vous invite, si vous ne connaissez pas encore la formation de Julie et de Malika aussi, ta fille, qui est doctorante en psychologie, vous pouvez les suivre sur la barre d'infos. Juste dessous de cette vidéo, vous avez tous les liens sur les formations. Et une de tes spécialités, c'est justement la douleur. On va parler de la douleur en long, en large, dans des épisodes vraiment dédiés à ça. Aujourd'hui, on va parler de la péridurale parce que Mmh. nous sommes au 8e épisode de Faux Départ. Et le succès est énorme. On arrive pas forcément à suivre toutes les questions qui fusent dans tous les chats, le site, les réseaux, Instagram et compagnie. Et puis toi d'ailleurs, tu me disais avant qu'on enregistre cet épisode que tu as des feedbacks de personnes qui te disent: «Ah bah, grâce à la formation, on a pu enfanter à la maison en famille», hein, c'est ce que tu me confirmais? Oui, c'est ça. Récemment, là, probablement que les gens ont commencé à se préparer, tu vois, s'ils ont enfanté maintenant, ça fait 8, 9 mois, 10 mois qu'ils se préparent et là, on commence à voir les résultats, puis c'était pas l'objectif, là, de mes préparations de dire: «Bon, on va vous donner des outils pour que vous vous sentiez, heu, capable d'enfanter où que vous le souhaitiez». Mais ça semble être une conséquence là, de ce qui se passe. Fait que des gens qui nous écrivent pour dire merci, on a suivi les formations, on s'est senti tellement en confiance, on a enfanté en famille, on est heureux, ça s'est bien Mmh. passé, puis c'est des belles récompenses. Oui, et c'est vraiment le but de cette émission parce qu'elle a vu le jour, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Faux Départ, quand j'étais enceinte en 2021 et que j'ai fait la connaissance de Julie, donc toi, qui m'a écrit et on était en connexion sans se connaître finalement puisque, j'avais justement regardé quelques vidéos que tu avais faites, mais vraiment dans le passé et puis je me suis dit: «Non, non, mais c'est pas possible, il va falloir vraiment qu'on reprenne plein de choses en vidéo». Qu'on aille, au fond des choses parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de manques, en tout cas sur les réseaux quand j'ai cherché aussi moi à préparer la naissance, de ma deuxième fille à la maison et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre, un deuxième livre, sur ce sujet-là, vraiment spécifiquement sur la naissance à la maison de la deuxième fille, en comparaison avec la naissance de ma première fille 8 ans auparavant à la maternité, donc dans une structure hospitalière, complètement classique et vraiment je vais témoigner des 2 des 2 opposés et surtout, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on est programmé. Ça rejoint effectivement tout notre travail Mmh. sur emacruzy.com. Donc voilà, maintenant le décor est posé pour ceux qui nous rejoignent en route. Alors, quand on parle de péridurale, on parle de progrès, Julie. On parle, de d'avancées. Ça a été évidemment bien mis en avant aussi par des mouvements féministes. On va attaquer le sujet avec un rappel peut-être, de statistiques rapides, hein, que tu vas nous faire parce que c'est vrai que c'est colossal pour ceux qui savent pas. Avec la méthode BRAIN, donc on va parler d'abord des bénéfices et ensuite, des risques, de l'intuition, des alternatives et cetera. Surtout des risques et des bénéfices, hein, comme ça tu vas nous dresser le tableau avec cette méthode BRAIN qu'on adore et que vous pouvez retrouver dans une des premières capsules de Faux Départ. Julie nous explique comment aborder un sujet médical grâce à cette méthode et je trouve que c'est fantastique parce que c'est très méthodique, c'est hyper simple à appliquer et on y voit plus clair. Alors nous, c'est devenu dans le on va dire dans le paysage, courant, cette péridurale. D'ailleurs, moi, c'est la première chose qu'on m'a dite, Julie, quand j'ai dit que j'avais accouché à la maison, c'est: «Ah mais alors du coup, tu as pas eu de péri?» La fameuse péri. Hem, par où on commence, Julie? Les bénéfices? On a pas mal? Mmh pas tant que ça, là, mais ouais, j'essayais de voir, comment on commence, hein. Je pense qu'il faut peut-être faire mettons, un méta-portrait. Si la péridurale existe depuis 75 ans, tu sais, peut-être 50 ans, que c'est beaucoup plus développé depuis les années peut-être 80, où on trouve la péri, puis que ça fait des millénaires qu'on enfante sans péri, c'est qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un avancement ou si ça fait partie du mouvement de la médicalisation de la naissance? Mmh. Parce que si pendant
des millions, des milliards de naissances, il n'y avait pas la péri, il devait y avoir d'autres choses puisqu'on a survécu. Donc, moi, je reviens toujours sur le raisonnement, la Cro-Magnon, dans l'évolution du temps, comment ça se passait, puis ça nous amène sur toute la piste il y a d'autres solutions. Fait que ça, on va l'aborder dans d'autres épisodes, les autres solutions. Puis je dirais juste d'entrée de jeu, il faut questionner, est-ce que la péridurale, c'est une avancée médicale dans les naissances? La péridurale, très certainement, pour les interventions chirurgicales, ça a été une belle avancée, dans le sens que si, je sais pas, j'ai à me faire enlever une tumeur et que cette tumeur-là, je peux le faire avec une analgésie locale, qui est la péridurale, ça va être positif. C'est mieux qu'une anesthésie générale, parce que dans l'anesthésie générale, il y a une perte de conscience, mais il y a quand même, dans le corps, il y a quand même des signaux douloureux qui continuent à être envoyés. Donc, c'est pas parce que j'ai pas été conscient que ça n'a pas été vécu dans le corps. Et donc, l'analgésie locale, régionale, là, qu'on appelle la péridurale, c'est quand même une très belle avancée d'un point de vue médical. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire dans les enfantements? Ben, on est dans notre programmation, on est arrivé à croire que c'est nécessaire, que c'est utile et nécessaire. Donc, je vous donne un exemple. Si une femme va enfanter de jumeaux, dans certains pays, c'est une obligation d'avoir la péridurale. Parce qu'ils disent que pour des jumeaux ou pour un siège, une présentation, le bébé qui est, au lieu d'avoir la tête en bas, il y a les fesses en bas, ils vont dire c'est obligé d'avoir la péridurale. Alors que dans d'autres pays, ils vont dire c'est obligé de ne pas en avoir pour un siège. Donc, la médicalisation a fait en sorte que la péridurale est presque devenue un incontournable. Donc, les maternités où je vais, par exemple en Suisse, hein, justement, j'étais allée dans une maternité, il y avait 96% de péridurale dans la maternité. Puis quand j'ai questionné, puis j'ai demandé qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça veut dire qu'ici à Genève, il n'y a aucune femme qui est capable de faire ça autrement, et qu'est-ce qui est arrivé aux 4% qui l'ont pas eu, la péri, parce qu'il y avait presque un score de 100%. Ils m'ont dit on n'a juste pas eu le temps. Fait qu'au fond, c'était pas une question de choix. C'était une question on a des protocoles, puis notre protocole dit que toutes les femmes vont enfanter sous péri. Donc, on voit un petit peu la perversion de cette intervention, mais si on regarde à la base, à quoi elle sert? La péridurale va servir à créer une analgésie locale, donc va servir à enlever les sensations de manière locale. Puis, dépendamment d'à quel niveau on injecte le liquide dans l'espace dans l'espace péridural, l'espace autour de la moelle, dépendamment d'à quel niveau, donc à quelle hauteur on va le mettre, on va atteindre une analgésie sur certaines zones. Donc, on peut avoir une analgésie sur la partie basse, sur la partie plus haute. Et donc, l'analgésie, ce que ça fait, ça veut dire qu'on ressent pas les fibres sensitives, qui sont les fibres qui transmettent les messages de douleur, arrêtent de fonctionner. Fait qu'ils transmettent pas le signal. C'est pour ça qu'on n'a pas de sensation. Ce qui arrive quand on injecte cette substance-là dans la zone autour de la moelle, c'est que ça va affecter aussi les fibres motrices, donc les fibres qui vont contrôler les muscles. Et c'est pour ça que quand les femmes ont des péridurales, souvent, ils ont une perte de mobilité, donc ont du mal à vraiment activer leurs jambes, à marcher. C'est plus difficile. Et là, ça prend une combinaison de substances, puis des substances qui vont agir plus à un niveau ou à un autre pour essayer de garder une forme de mobilité pendant le travail. Il y a certains pays comme les États-Unis qui ont développé une technique, la péridurale ambulatoire, c'est-à-dire que la femme ressent pas la douleur et peut se déplacer avec son poteau de péri. Mais c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment très, très bien pris parce que comme il y a une perte de sensibilité au niveau moteur, on a comme peur que la femme elle tombe, qu'elle ne sente pas bien ses pieds puis ses jambes, puis qu'elle soit pas assez solide. Donc, la péridurale va agir sur
sur certaines composantes de la douleur. Fait que peut-être que ce qu'on pourra faire, c'est je te donnerai le modèle en fleurs que le docteur Serge Marchand, avec qui j'ai fait mes études supérieures, la maîtrise, il a développé un modèle en fleurs pour la douleur, pour expliquer que la douleur est composée de 4 aspects. Fait que il y a l'aspect nociceptif, qui est la lésion. Il y a l'aspect intensité, qui est comment forte est la douleur. Il y a l'aspect désagréable, qui est comment déplaisant est le signal. Puis ensuite, il y a l'aspect comportemental, qui est plus la réaction. Puis, quand on a une douleur typique, admettons que je m'écrase les doigts dans la porte, donc l'aspect nociceptif, c'est le fait que j'ai écrasé mes doigts, ça a activé des fibres de douleur. Et ça, c'est la composante nociceptive, c'est la composante, ce qui a créé ma douleur, qu'est-ce qui fait que j'ai mal. Ensuite, moi, je vais sentir un signal qui va rentrer dans mon cerveau, puis qui va aller plus dans mon cortex, qui va l'analyser, puis ça va être l'intensité. Puis ça va être, elle est forte, elle est localisée à tel endroit, ça élance de telle façon, c'est l'aspect intensité. Puis après, il y a un autre aspect qui est l'aspect émotionnel, qui est désagréable. Puis là, ça peut me rendre triste, ça peut me rendre frustrée, ça peut faire que je suis découragée, ça peut faire que je me sens dépassée. C'est une émotion, c'est un aspect plus subjectif de la douleur. Et ça va dans la partie médiane de notre cerveau, la partie émotionnelle, et ça va me donner une information qui est plus subjective, une émotion que je vis. Puis finalement, il y a le comportement. Fait que ça se peut que je pleure, ça se peut que je crie. Donc, c'est plus l'aspect comportemental. Alors, j'explique les 4 composantes parce que la péridurale va agir sur la composante intensité surtout, va agir sur la force surtout. Donc, admettons que j'ai une femme qui est en travail et elle est seule, puis elle a peur. Puis elle dit, je suis anxieuse, j'ai peur, j'ai pas confiance, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, je me sens pas bien en dedans, j'ai une émotion de tristesse ou de peur. Et que je lui fais une péridurale. La péridurale va agir sur le signal. Elle sentira pas ses jambes, elle sentira pas son abdomen, elle sentira plus la douleur. Mais son aspect psychologique, émotionnel de j'ai peur est encore là. Je veux dire, j'ai pas adressé, la péridurale va pas adresser le côté émotionnel. Est-ce que tu vois? Donc, c'est pas une réponse à tous les types de douleurs. C'est une réponse à une douleur, un signal physique, un signal objectif, mais pas sur la partie émotionnelle, forcément. D'autant plus, Julie, d'autant plus que dans un certain nombre de structures hospitalières, on carrément, des anesthésistes proposent de faire cette péridurale avant que la femme la demande parce qu'elle, justement, elle a ces fameuses douleurs, hein, même si nous on parle plutôt d'intensité, parce que soit on lui dit l'anesthésiste va partir, il finit son service, ou alors on vous le fait maintenant parce que peut-être qu'après ça, on n'aura plus le temps, ou après vous allez plus gérer. Alors là, il y a carrément même des témoignages de femmes qui disent on m'a dit que de toute façon, j'y arriverai pas sans. Donc, on me l'a fait quasiment en prophylaxie pour prévenir. Donc, tu vois, il y a aussi ça qui est terrible maintenant. Ouais. Puis, mais ça, c'est de la maltraitance. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est de la violence et de l'abus psychologique parce que un traitement doit être fait uniquement quand on en a besoin, quoi. On le fait pas au cas où, là, tu vois. Mais ça, c'est l'approche plus agressive de la médecine qui fait ça. Alors, si on revient sur les bénéfices, en gros, c'est surtout de réduire la douleur. Donc, chez 85% des femmes, ça réduit de 100% la douleur. Ça veut dire qu'il y a encore 15% des femmes qui vont, puis là, on parle de l'intensité du signal. Fait qu'on parle pas de l'aspect psychologique, mais on parle de l'intensité du signal. Mais il y a quand même 15% des femmes pour qui ça fonctionne pas, ou que ça fonctionne en partie, ou que ça fonctionne juste sur une partie du corps, ou que ça fonctionne sur une courte période de temps, ou que les effets, des fois les effets indésirables liés à la péridurale, à l'injection, peuvent être d'avoir
des réactions ou d'avoir un ressenti qui est pas bon, de sentir que c'est trop plombé, puis que là, ils peuvent pas marcher, qu'ils peuvent pas bouger, ils sentent que leur corps, ils ont plus de contrôle sur leur corps, là. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais en gros, le bénéfice, c'est que ça va réduire l'intensité de la douleur de presque 100%. Mais là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça présente des risques de réduire de 100% l'intensité de la douleur? Parce que ça, là, j'ai parlé des bénéfices, mais des risques. Est-ce que ça présente des risques? Et il y a énormément de risques parce que ça vient d'une incompréhension complète de l'objectif de l'enfantement, une incompréhension complète de ce qu'on a besoin pour enfanter. Fait que si je reviens sur ce que Michel Audin disait dans une des capsules récemment, où il disait « Essayons de comprendre dans quel environnement les femmes ont besoin de se trouver pour bien enfanter. » Ben, on a besoin d'être déconnecté de notre cortex, mais connecté dans notre corps. Ça, c'est moi qui le dis. OK? Fait que notre mental, faut qu'il débarque la partie pensante qui dit ah ben là ça fait 2 heures que je suis ici, puis là j'ai des contractions aux minutes, puis là ça n'a pas avancé, puis là tu comprends, ça c'est le mental qui va embarquer, puis là lui il nous raconte des mensonges. Fait que c'est pour ça que il faut déconnecter du mental, mais il faut être connecté à son corps parce que le corps va nous dire 1 million d'informations. Le bébé nous parle dans notre corps, puis il nous dit là, ça va pas, la position que tu as, ça va pas. Alors, Julie, excuse-moi, tu parles du bébé. Mm-hmm. J'aimerais juste préciser peut-être pour quand même les femmes qui ne le savent pas. C'est vrai que tu dis qu'effectivement, ça soulage la douleur. On est clair, on est dans le bénéfice. Je crois que ça va être difficile d'en trouver d'autres, des bénéfices. Ça soulage la douleur pour la femme, mais le bébé, lui, il n'a pas l'anesthésie. On est bien d'accord. Il continue de ressentir l'intensité des contractions. Bien qu'après, tu nous diras peut-être quels effets il peut y avoir la péridurale sur l'efficacité des contractions et ce que ça peut induire. Mais tu vois, on oublie souvent le bébé dans tout ça, hein, quand même. Exact. Puis ça a été, quand j'ai écrit la directive clinique sur le soulagement de la douleur pour la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, j'ai été la première à faire le lien vraiment clair parce que je travaillais avec une chercheuse australienne, Dr. Sarah Buckley, qui s'est vraiment spécialisée sur les hormones. Elle a travaillé avec Michel Audin aussi. Et là, je disais à Sarah, parce que moi, je parlais des hormones, je parlais des neurotransmetteurs qui sont relâchés dans le corps en réponse à la douleur, puis comment provoquer le relâchement de certains neurotransmetteurs comme les endorphines. Et elle, quand on parlait ensemble, elle me parlait des endorphines, mais elle me parlait des hormones. Puis là, j'étais comme, quoi, il y a comme 2 systèmes qui existent pour aider les femmes. Puis elle disait, oui, tu vois, dans les hormones, les endorphines, c'est de la morphine endogène, la morphine naturelle que notre corps produit. Alors, elle disait, les endorphines sont une réponse hormonale au corps quand on a mal. Tu sais, j'ai fait comme, OK. Fait que la femme qui est en travail éprouve des sensations intenses. Et comme la nature est très bien faite, la nature va nous permettre de produire des endorphines hormonales pour nous soulager. Fait que tu fais, OK, ça, je comprends ça. Donc, les hormones circulent dans le sang de la mère. Donc, elle a une intensité, les hormones circulent dans son sang, et ça veut dire que le sang va au bébé, hein, parce qu'à travers le placenta, le sang alimente, nourrit l'enfant. Et donc, toutes les hormones que la mère produit pendant son travail, pendant l'enfantement, vont être communiquées à l'enfant. Ça veut dire que si la mère éprouve des sensations fortes, elle va produire des endorphines, ça va aller dans son sang et ça va soulager le bébé. C'est clair, il faut que ça soulage le bébé parce que c'est le même sang que le bébé reçoit que celui de la mère, c'est le même. Donc, si elle a produit des endorphines hormonales, ça reste dans son sang, ça aide le bébé, lui, à vivre tout son passage. Donc, les endorphines accompagnent le bébé dans le soulagement. Fait que là, je me suis dit, OK, tu donnes la péri. Qu'est-ce qui arrive avec la péri? Ça cesse l'intensité de la douleur. Ça coupe le signal, l'intensité de douleur. Est-ce qu'on peut déduire que le taux hormonal d'endorphine va être réduit chez ces femmes-là?
Ben, les études nous ont montré que oui, que quand les femmes, si on fait une prise de sang de la femme ou du bébé post-naissance, quand il y a eu une péridurale, le taux d'endorphine a diminué. Ça veut donc dire que ce bébé-là va faire le parcours seul, pas juste seul émotionnellement, parce que souvent, la mère, quand elle est sous analgésie régionale, comme avec la péridurale, elle ne ressent pas son corps. Donc, elle n'entend pas ce que le bébé lui dit de faire à travers les signaux d'intensité. Fait que ça veut dire que souvent, les mères écoutent la télé, regardent leur téléphone, sont complètement déconnectées de l'événement et souvent du bébé. Mmh. Donc, non seulement le bébé est seul, mais le bébé a plus d'intensité. On peut vraiment clairement établir qu'il va avoir plus d'intensité puisqu'il n'y a pas les endorphines de la mère. Fait que ça fait questionner. Puis je trouve que c'est très bien que tu l'apportes parce que ne serait-ce que du côté du vécu du fœtus, hein, du bébé, c'est quand même assez important. Puis ensuite, des conséquences qu'on voit chez le bébé à la naissance. Donc, le bébé qui naît, qui a moins d'endorphines, et donc un bébé où la mère a eu la péridurale, les bébés, on voit que leur score neurologique est inférieur aux bébés qui ont été exposés aux hormones et à tout le processus physiologique de la naissance. Donc, ça leur prend plus de temps à se mettre au sein, ils ont plus de mal à se rendre au sein. Donc, on sait même que il y a des études qui ont été faites où on pose le bébé sur la mère après la naissance, puis on fait rien. Puis on voit que le bébé se rend, donc il sent ses mains, il sent l'odeur de ses mains, qui est la même odeur que le lait que la mère produit. Donc, il reconnaît quelque chose là et il va grimper, il va monter, il va aller sucer, il va se rendre au sein. Il va comme les chatons ils font, comme tu sais, les C'est un mammifères. mammifère, c'est un Oui, mammifère. exactement. Donc, par l'odeur, ils vont réussir à faire ça. Et il y a à peu près 50% des femmes, des bébés qui vont réussir à faire ça quand il n'y a pas de péridurale. Mais il y a 0% des bébés qui vont réussir à faire ça quand il y a une péridurale. Fait qu'on voit qu'il y a des comportements qui sont différents chez l'enfant. Ce qu'on voit aussi comme effet indésirable lié à la péri, c'est pour les femmes en postpartum, en post-naissance. Donc, une femme qui a vécu tout son travail de manière non pharmacologique, donc sans péridurale, ce qu'on voit, c'est qu'elle, en postpartum, elle va avoir été inondée de ses endorphines, donc de sa morphine endogène. Et quand on parle aux soignants, les sages-femmes, les infirmières qui sont autour, les médecins, ils vont dire, on voit une tolérance en postpartum qui est beaucoup plus grande, une tolérance, une capacité à mieux gérer les sensations en postpartum. Tu sais, ils ont moins mal après la naissance parce qu'ils ont eu un gros blast d'hormones analgésiques naturelles qui fait qu'elles s'adaptent beaucoup plus facilement en postpartum que les mères qui ont eu la péridurale. Alors oui, ça c'est pour la partie post-accouchement. Mmh. On a beaucoup parlé de l'ocytocine de synthèse et d'ailleurs, on a encore une partie à faire. On a décidé de Mmh. faire une pause sur l'ocytocine de synthèse parce que, tu vois, on s'est rendu compte qu'il y a tellement à dire qu'on n'arrive pas en 2 heures. On a déjà fait 2 parties et on parlait de ce couple entre quel est le rapport? J'aimerais que tu nous éclaires, Julie, entre l'ocytocine de synthèse et la péridurale, parce que ça va ensemble. Mmh. Ça va souvent ensemble. Exactement. Donc, ce qu'on voit, c'est systématiquement, quand on parle aux professionnels, puis on dit qu'est-ce qui va arriver quand tu vas faire la péri? Ah, ben, il va falloir que je mette du Synto. Le Synto qui est l'ocytocine de synthèse. Et tu Oh dis, oui, en OK, Europe. oui, Chez c'est vous ça. au Québec, c'est aussi ça ou c'est le Le pitocin? pitocin. Pitocin, OK. ouais. On dit, on met du pit. Mmh. Fait que le pitocin, c'est cette hormone de synthèse. Donc, on sait que presque systématiquement, dès qu'il y a la péridurale, il faut mettre le pitocin ou le Synto. Fait que c'est comme des recettes qui se créent. Hein? Ils disent, OK, quand je fais ça, il faut que je fasse ça. Mais si on pose la question, pourquoi quand tu fais ça, il faut que tu fasses ça? C'est qu'il faut revenir sur qu'est-ce que ça fait la péri. La péridurale va baisser le taux d'endorphine dans le corps.
OK? La péri enlève les sensations, donc en crée une analgésie, va baisser le taux d'endorphine. Puisque tantôt, j'ai dit, quand on a mal, quand on a une intensité, on produit des endorphines. Donc là, tu as une baisse d'endorphine. Et quand tu as une baisse d'endorphine, ça va créer une baisse d'ocytocine. Puis le fait qu'il y ait moins d'ocytocine naturelle va faire que là, tu es obligé d'en redonner. Tu comprends? Parce que là, tu as baissé les endorphines parce que tu as donné une péri. Donc, c'est ce que toi t'appelles, puis Stéphanie Saint-Amand appelait l'effet toboggan, là, ou ce qu'on appelle la cascade des interventions. C'est que là, tu commences les interventions. Donc, souvent, ça commence par, on va déclencher avec du Synto, on va démarrer le travail. Là, ça fait trop mal, fait qu'ils donnent la péridurale. Quand ils ont donné la péridurale, ça ralentit le travail et augmente le taux de Synto. Quand ils ont augmenté le taux de Synto, ça fait que les contractions deviennent violentes, mais la femme les sent pas. Le bébé, lui, il les ressent. Le bébé devient en détresse. Et puis là, ça finance césarienne. Ça, c'est notre modèle classique. Là, je l'ai vu 1 million de fois. Écoute, c'est hallucinant, Julie, parce que on va juste se poser là, parce que tu vois, toi, ça fait 30 ans maintenant que tu formes aussi les professionnels là-dedans, mais les personnes qui débarquent, et on a beaucoup de personnes qui se reconnaissent en disant, mais c'est fou, c'est ce que j'ai vécu. Je m'adresse à toutes les femmes maintenant qui se disent, c'est fou, c'est ce que j'ai vécu. Non, vous n'êtes juste pas seules, en fait, parce que c'est hallucinant. Je crois qu'on peut avoir une boule de cristal là-dedans. S'il y a bien un moment dans la vie où maintenant, quand on commence à ouvrir la boîte de Pandore, on peut avoir la boule de cristal, c'est là. Parce que ce que tu dis, c'est super important. On n'apprend pas ça à l'école. Toutes les femmes devraient le savoir. Je pense, Julie, tu vois, ça va au-delà de ce que probablement tu imaginais quand tu as mis ces formations sur pied aussi avec Malika. C'est que ça devrait être appris à l'école, ça. Tu vois, ce que tu dis là, c'est déjà ce déclenchement, mais aussi dans l'autre sens. Et c'est ce que j'ai vécu en 2013 pour la naissance de ma première fille. C'était pas un déclenchement qui a nécessité la péridurale, mais l'inverse. Et c'est pour ça que c'est un couple qui va dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que parce que j'ai eu une péridurale, eh bien, ça a calmé en fait la fréquence, ça ralentit la fréquence et l'intensité des contractions. Donc du coup, c'était plus aussi efficace, le col ne se dilatait pas. Parce que ça a bien un rôle, les contractions. On en parlera en long, en large avec toi, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui disent, mais à quoi ça sert de souffrir? À quoi ça sert? En fait, ce n'est pas une souffrance. Ça, de nouveau, je vais pas m'attarder sur ces concepts parce qu'on va vraiment les développer. Mais tu vois, aussi dans l'autre sens, l'ocytocine de synthèse est devenue nécessaire à ce moment-là parce qu'on a coupé le processus naturel. Exactement, c'est exactement ça. Il y a aussi une autre raison pourquoi quand on a la péridurale, il y a un échec de progression, ce qu'ils appelle un échec de progression, c'est-à-dire le col se dilate pas ou le bébé descend pas. C'est que chez l'humain, on est quand même sur 2 pattes. 2 pattes, ça veut dire qu'on est fait pour marcher, tu sais, on marche. Nous, on marche, on se déplace. Il n'y a pas un mammifère qui va être immobile, couché sur le dos. Quand on a la péridurale, la plupart du temps, les femmes sont allongées sur le dos. Et là, le personnel dit, ben là, madame, il faut vous mettre sur le côté. Après ça, il faut changer de côté. On va vous mettre à quatre pattes. Les femmes sont comme, ça me tente pas. Ça me tente pas. T'es comme gelé, là. Tu sens pas ton corps. Ça me tente pas. Tu sens pas l'urgence. Tu sens pas le besoin de le faire. Oui, puis ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que la plupart du temps, les femmes, ils les laissent allonger et puis ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Exact. Et donc, quand tu n'as pas de péridurale, puis que tu as une crampe dans le derrière, là, je vais te dire, ton premier réflexe, c'est pas de rester couché sur le dos, hein? Tu vas te dire, oh boy, il faut que je fasse de quoi? Là, je vais me mettre à genoux, je vais essayer, ça soulage, OK, parfait, ça soulage pas, je vais me mettre sur le côté, je vais essayer debout, je vais marcher, je vais lever une jambe dans les airs, tu vas chercher une solution jusqu'à ce que ta crampe dans le derrière, elle arrête, tu comprends? Fait que c'est pour ça, c'est comme ça que le bébé nous parle. Le bébé, il nous dit, au fur et à mesure qu'il descend dans le bassin, il est en train de nous dire quoi faire. Il faut juste qu'on écoute. Fait que c'est pour ça, on n'écoute pas avec notre mental. Ah là, je suis dans la phase active, dans la phase de descente, qui est dans le détroit supérieur. Il faut que je fasse ça. Non, c'est pas ça, là. C'est la crampe, tu l'as où, là? Tu l'as là? Essaye de trouver quelque chose qui va te soulager. Parce que c'est de ce bord-là qu'il faut que ça l'ouvre. C'est comme ça qu'il faut que ça tourne. C'est ton corps va te dire quoi faire. Suis tes sensations. Puis c'est fort parce que en Europe, il y a tout un courant de compréhension mentale de la descente du bébé. Fait que ça, c'est la pronation, puis la supination, puis là, le bassin, il faut qu'il fasse ça, c'est l'antéversion, puis tout ça.
Puis tout ce que tu fais, tu es dans ta tête. Tu sais, quand je fais l'amour, je me pose pas la question, est-ce que je suis en pronation ou en supination, là, en ce moment? Tu sais, je sais même pas, puis who cares, tu sais, c'est pas important. Faut pas que je pense dans ma tête, sinon je vais me déconnecter de l'événement. Ben, pour la naissance, c'est reste en contact avec ton corps. Ton corps va te le dire. Le corps, il te mentira pas. C'est ton mental qui va te mentir. Donc, le fait d'avoir la péri nous déconnecte de notre corps. C'est important, ça. Parce que Oui, le corps, c'est ton guide. tu vois, Julie, j'ai un mot aussi pour toutes les femmes qui nous écoutent. Peut-être c'est aussi votre premier qui va arriver bientôt et certaines femmes aussi, beaucoup sont pétrifiées, en fait. Elles ont juste tellement peur. J'aimerais quand même, préciser que, en tout cas en ce qui me concerne et je sais que c'est ton cas aussi Julie, hem, je ne suis absolument pas contre la péri et soyons quand même, dans cette précision, c'est hyper important. C'est pas des vidéos anti ceci, anti cela. C'est juste que quand on commence à comprendre quels sont les risques par rapport aux bénéfices, on oublie aussi beaucoup de nous dire que la douleur et l'intensité surtout qu'on ressent à ce moment-là quand on donne la vie, c'est le seul moment dans notre vie où, puisque tu parlais des endorphines, hein, liées à l'information de la douleur dans le cerveau, où en fait ça n'annonce pas une mauvaise nouvelle. Parce que souvent quand on a mal, c'est parce qu'il y a un problème. On s'est coupé, on s'est cassé un truc. Tandis que là, on a mal, ou c'est intense, peu importe comment on le dit. Mais en fait, c'est justement pour guider le corps et le cerveau sait faire. Le cerveau reptilien, il sait faire. Donc, tu as absolument raison d'insister là-dessus, Julie, parce que ça permet, de danser, en fait, avec son bébé et de lui ouvrir, le chemin par où il doit passer, parce que chaque enfantement est différent. Donc effectivement, dans ces risques-là, merci aussi de nous parler de tout ce dont tu nous parles. Non seulement pour le postpartum, mais aussi pour le moment clé, en fait, ce moment-là. Absolument. Puis tu sais, tout à l'heure, tu parlais des femmes qui ont peur de souffrir. Mmh. Il y a une grosse différence entre avoir de la douleur, avoir une intensité et souffrir. Oui. Puis quand on regarde ça, souvent avec, les stagiaires, là, on leur pose une question. On leur dit, «Est-ce que c'est possible que tu ailles mal puis que tu aies pas de lésion?» Tu sais, parce que c'est sûr que Mmh. si je m'écrase les doigts dans la porte, je vais avoir une lésion, Mmh. hein. Je me suis écrasé tu sais, l'ongle, tout ça. Puis là, je comprends pourquoi j'ai mal, mais est-ce que c'est possible que j'aille, une intensité, que ça soit intense, que ça soit déplaisant et que je pleure, par exemple, sans avoir de lésion? Puis la réponse, c'est oui. C'est toute douleur émotionnelle. Par exemple, le deuil, la perte de quelqu'un qu'on aime ou un deuil amoureux. Tu sais, tu dis: «Les est où la lésion?» Tu sais? Il y en a pas de lésion physique comme telle, mais il y a de la douleur, c'est intense, tu sais? Tu peux pas dire à quelqu'un qui est en peine d'amour que ça fait pas mal. Tu sais, en anglais, il y a plein de «love hurts», là, tu sais? L'amour fait mal. Puis on le sait que ça fait mal, c'est intense, puis c'est désagréable. Donc on n'a pas forcément besoin d'une lésion pour avoir mal, pour avoir de l'intensité puis de l'aspect désagréable. Fait que c'est quoi qui fait la différence entre avoir mal puis souffrir? Souffrir, c'est l'aspect désagréable de la douleur. Souffrir, c'est l'aspect émotionnel de la douleur. Et la souffrance n'est pas soulagée par la péridurale, pas forcément. Si notre souffrance vient de la peur d'avoir mal, j'ai peur d'avoir mal et que ma peur est tellement grande que ça me fait souffrir, le fait de ne pas avoir mal va peut-être réduire ma souffrance. Mais si ma souffrance est liée au fait que j'ai peur de ne pas être un bon parent, j'ai peur d'être seule, j'ai peur de mourir, j'ai peur que mon enfant aille pas bien, ça, c'est une souffrance qui est pas soulagée par la péridurale. Ce qui va soulager cette souffrance-là, c'est quelqu'un qui vient vers toi puis qui te dit: «Raconte-moi, raconte-moi qu'est-ce qui se passe? Tu es où là?» Tu sais? Surtout qu'il y a toujours ce point commun, Julie, où, quand on souffre, on se sent victime, impuissant et en nécessité d'être prise en charge. Mmh. Et quand on ne sait pas où on met les pieds aussi, hein. Il y a vraiment lié à une panique, à une perte d'une certaine façon, pas de contrôle, mais d'action. C'est-à-dire, je ne suis plus actrice de ce qui se passe. Et là arrive la souffrance. Moi, je le sais, j'ai donné naissance à ma première fille dans un état émotionnel de souffrance. Je me souviens exactement de comment je me sentais, c'est-à-dire complètement perdue.
heu, j'étais plus du tout là. Mais pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je subissais tout ce qui se passait. C'est comme si tu cours après un train qui va à toute allure et tu sais plus que tu en fait, ça tu as décroché, en fait, hein. Et là, je trouve qu'on ressent bien cette souffrance, dont tu parles et dont je parle aussi dans mon livre que j'écris là maintenant, où il y a vraiment ce point commun entre, l'impuissance et la souffrance. Je ne sais pas ce que tu en penses? Absolument, c'est exactement ça et c'est pour ça que pour prévenir la souffrance dans l'enfantement, c'est pas pour rien que depuis que le monde est monde, on enfante en famille. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand tu es malade, là, tu as envie d'avoir ton chouchou à côté qui te prépare des petits thés, puis qui, tu sais, qui est là pour toi. Tu as envie de ta mère qui te prépare une soupe, tu sais, au poulet ou je sais pas quoi. Tu sais, tu as envie d'être dans tes odeurs, dans tes affaires. Tu sais, tu as envie d'être dans une communauté, tu sais, qui pense à toi, qui prie pour toi, qui t'envoie de l'énergie. Tu as envie de ça, tu as envie d'être connecté à ton humanité avec Mmh. puis à ta spiritualité avec ta tribu. Mais on n'est pas fait pour être, mis dans un endroit où 100 du monde qui sont là, ils sont malades. Tu sais, je veux dire, c'est quand même pas l'hôpital, c'est quand même pas un milieu où les gens sont en santé. C'est toutes les personnes malades qui vont là. On est les seuls, nous, les femmes qui enfantons, on est les seuls qui allons à l'hôpital pour quelque chose quand on est en santé, quand on va bien. Donc, il y a comme une atmosphère de notre cerveau reptilien qui dit: «Waouh, ça doit vraiment mal aller», tu sais? Parce que d'habitude, quand je viens ici, là, c'est parce que ça va mal. Ça va mal pour quelqu'un ou ça Mmh. va mal pour moi, j'ai mal ou j'ai un problème. Donc notre cerveau reptilien, quand on arrive à la maternité, c'est pour ça que souvent les femmes arrêtent d'avoir des contractions quand ils arrivent à la maternité parce que leur cerveau dit: «Ouh, ça je dois être en danger, donc je vais arrêter le travail parce que on n'est pas en sécurité». Je dis pas que les gens qui a à la maternité sont malveillants, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis que notre cerveau reptilien, il décode des choses. Puis ce qu'il décode, c'est, je sais pas, c'est comme pas tant un environnement, tu sais, où je peux me laisser aller. Puis tu sais, quand tu disais: «J'ai enfanté dans la souffrance», tu sais, si on était avec toi, puis que tu pouvais faire des choix éclairés, que tu avais réfléchi, qu'on disait: «Emma, raconte-moi c'est quoi qui se passe. Là, je comprends pas, j'ai l'impression de perdre le contrôle, il m'arrive plein d'affaires, puis là, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans mon corps, puis là, je sens plus mes», tu sais, tu comprends? Tu peux au moins nommer ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, il y a souvent des gens qui disent: «Est-ce que vous pouvez nous enseigner comment faire l'EFT?» L'EFT, c'est un excellent outil, puis on devrait faire une capsule juste là-dessus, sur vraiment comment activer, comment rentrer dans notre zone zen. Heu, Emotional freedom technique, hein, pour ceux qui connaissent pas. exactement. Tapping, hein? Oui, comment on peut faire le tapping pour revenir dans notre zone zen. Puis je vais vous Et dire alors là, j'en ai fait avec toi, hein, ouais, en puis 2021 ouais, sur mon puis ballon. oui, exact. Puis c'est un défi, tu sais, parce que tu dis: «C'est-tu le temps d'apprendre ça quand j'ai une intensité, quand, il y a une perte de contrôle, quand il y a plein de monde qui rentre, quand il y a plein d'interventions?» La réponse, c'est non. C'est mieux d'apprendre avant, en amont, comment utiliser des techniques. Le recentrage, il est pas facile à faire dans la maternité. Fait que c'est pour ça que si on est pour enfanter dans la maternité, il faut absolument avoir des liens de confiance, quelqu'un qui va aider à nous soutenir émotionnellement, à créer l'espace autour de nous autres où on va se sentir protégé. Tu sais, Michel Audin, je pense même il en parlait, là, Mmh. l'unique besoin de la femme qui enfante, c'est d'être protégée. Puis c'est vrai, créons l'espace autour pour que les femmes puissent produire les bonnes hormones, pour qu'elles puissent se mettre dans un bon contexte pour Oui aller et de l'avant. effectivement, de préserver ce fameux processus involontaire qui se fait parce Exact. que, comme tu dis, bah, ça fait, quelques décennies que les femmes ont accès à la péridurale ou alors que finalement maintenant on voit dans les cours de préparation à la naissance que souvent malheureusement, eh bien, c'est un listing de toutes les interventions médicales. Alors, dans au lieu de préparer les femmes et de leur expliquer ce qu'on n'aura pas appris à l'école, comme ça aurait dû être le cas, on leur dit: «Ben, voilà ce qu'est une péridurale, voilà où on va vous piquer». Là aussi, hein, on parle de programmation, c'est-à-dire qu'on induit déjà le fait que de toute façon vous n'y échapperez pas parce que vous n'êtes pas capable. Eh bien, ça fait une poignée de décennies que ces analgésiques existent et sont, appliqués dans le moment de l'enfantement.
Alors qu'on est quand même des milliards sur terre. Depuis un sacré moment, l'humain fait ce qu'il a à faire quand on ne vient pas déranger ce processus involontaire. Et tu vois, Julie, tu nous as parlé aussi de cette réduction des effectifs, parce qu'on s'adresse aussi aux professionnels dans ces capsules, hein, pour accompagner une femme. Tu parlais des bénéfices. On n'a pas parlé d'un bénéfice pour l'autre côté, c'est-à-dire le corps soignant. Mmh. Bénéfice pour le corps soignant d'une femme sous péri, bah, c'est qu'elle dit plus rien. Elle est silencieuse. Et peut-être que finalement, c'est plus facile à gérer, non? Absolument. D'ailleurs, il y avait une histoire, c'était une activiste, une militante américaine qui était dans une maternité, puis, elle rencontre le chef du département d'un grand hôpital, puis, et il l'emmène, puis lui est tout fier, là, tu sais, puis il dit: «Écoutez madame, entendez là, qu'est-ce que vous entendez?» Puis là, elle écoute, elle dit: «Ben, j'entends rien. Il y a 30 femmes en travail en ce moment. N'est-ce pas merveilleux?» Tu sais, on a réussi à les taire toutes, quoi. Ils sont toutes sous péri, puis il y a personne qui parle, tu sais. Fait que ça fait comme, ah OK, je sais pas, c'est définitivement on va dire, un effet, facilitant pour les professionnels parce qu'une fois que la femme a la péri, elle se tait. Et là, comme elle se fait embarquer dans le toboggan, là, ça commence à descendre son affaire, là, elle sent pas, donc elle fait pas de demande, là, tu sais, elle demandera pas, tu sais, bon, ben là, je veux manger, je veux aller aux toilettes, je veux bouger, je veux, tu sais, elle va moins faire de demandes. Puis, ça va entraîner, une mécanisation de la naissance, souvent, où là, elle va avoir besoin d'aide, tu sais, d'aide pour, pousser, puis, peut-être un forceps pour faire sortir le bébé ou une ventouse ou, une épisiotomie pour accélérer, le processus parce que c'est pas justifié, mais ils vont le dire quand même que c'est ça qu'il faut faire. Et donc, la femme devient passive. Puis, ils trouvent ça fatigant, tu sais, on va se le dire. Il y a du monde qui disent: «Moi, je demande pas mieux que les femmes soient préparées, puis qu'elles soient dynamiques, puis qu'elles fassent des demandes, puis qu'elles soient autonomes». Puis il y en a Mmh. d'autres qui disent: «Ah non, moi, des femmes qui posent des questions, je trouve ça fatigant. Des femmes qui veulent pas faire nos protocoles, je trouve ça fatigant. Moi, je veux juste que les femmes suivent les règles, c'est tout». Fait que c'est un peu de notre choix, nous autres, les femmes, tu sais. Est-ce que tu veux, vivre à genoux, tu sais? Tu peux faire ça. Tu peux faire qu'est-ce qu'ils te disent. Puis moi, j'ai pas de souci avec ça, sauf que le jour que ces personnes-là se réveillent puis qu'ils disent: «Ben merde, ils m'ont volé mon accouchement», ça crée beaucoup de colère. Donc, heu, on n'est pas obligé toutes de faire le même parcours, mais essayons de le faire en conscience, tu sais. Essayons en sachant, tu sais, les bénéfices d'aller là, des bénéfices de faire ça, les risques de faire ça. C'est quoi mes alternatives? C'est quoi que moi je ressens dans mon corps puis que j'ai envie de faire, mon intuition a dit? Puis, tu sais, qu'on revienne sur notre expérience. Tu sais, donner naissance, là, c'est pas un one size fits all, là, tu sais, c'est pas, tu sais, c'est comme le vaccin. Ils donnent le vaccin à tout le monde, le même vaccin à tout le monde. Tu te dis: «Ben non, tu sais, tu as 1 million de variantes. T'as des personnes qui sont plus âgées, ils ont des comorbidités, ils ont des allergies, ils ont, tu sais, ils ont pas de facteur de risque, ils ont, tu comprends? C'est pas, il y a pas un événement, un enfantement qui ressemble à l'autre. Donc, chaque femme devrait ressentir dans son corps qu'est-ce qu'elle a envie. Qu'est-ce qu'elle a envie? Qu'est-ce qui lui donne envie? Parce que des enfantements dans les maternités, il y en a des enfantements qui sont heureux, tu sais, qui se passent bien, puis les femmes sont super satisfaites. Fait que si on regarde c'est quoi, qu'est-ce qui fait que la femme est super satisfaite de son enfantement? Bien, le critère numéro 1, c'est qu'ils l'ont écouté. Ils ont écouté ses besoins. Deuxièmement, c'est qu'elle a participé à la décision. Troisièmement, c'est que les gens ont été gentils avec elle. Puis quatrièmement, c'est que, il y a une bonne complicité avec le personnel. Tu sais, il y a des méta-analyses qui ont été faites dans le groupe Cochrane sur la satisfaction des femmes, puis c'est ça. Fait qu'au fond, ce que c'est on peut-tu croire les femmes? On peut-tu les laisser décider? On peut-tu les consulter dans ce qu'on fait? On peut-tu être gentil avec eux autres, tu sais? On peut-tu avoir une belle relation? Fait que c'est pas de la coercition, puis c'est pas, tu fais ça parce que nos règles, c'est ça, puis tu te la fermes. Tu sais, on participe avec toi à créer l'environnement propice pour que toi, tu te sentes bien.
Julie, on devra faire une autre capsule encore parce qu'il y a trop de choses à dire. Je suis en train de prendre des notes au fur et à mesure. Bon, les amis, on va pas se quitter tout de suite parce qu'on va encore aborder, je pense, un des sujets les plus cruciaux. Attention, roulement de tambour. On devra faire une péri 2, hein, Julie. Tu sais ça? On va se retrouver, tu nous mettras la cheminée pour la 2. D'accord, mais elle est mise, c'est juste que Oui, parce qu'on n'est pas ouais, dans c'est ça, dans on le n'a bon pas pris sens. le bon angle, ouais, c'est Non, mais ça. c'est bien, on varie les plaisirs dans ta belle maison que tu as Ouais. dessinée. Je promets aux personnes qui nous écoutent, parce qu'on en a plein qui nous disent: «Ah, on veut savoir le projet, c'est Julie qui a dessiné sa maison». Tu nous parleras de ce projet-là magnifique. Il y a un lien entre la péri, les déchirures, l'épisio et réflexe d'éjection du fœtus. Ça fait un Mmh. gros chantier, tu vois? On pourra pas finir tout ça dans cette, capsule numéro 1, mais j'aimerais quand même qu'on en parle parce que tu te souviens, Mmh. quand on a échangé l'été 2021, donc l'été passé, j'étais encore enceinte et je te disais que j'avais remis la main sur, le procès-verbal de Mmh. mon accouchement de 2013, le premier, en te disant: «Tu sais quoi Julie? Il y a plein de choses, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que mon cerveau a dû mettre, tout dans des cases, dans le subconscient» et j'ai découvert qu'on m'avait fait une épisiotomie. Mmh. Et comme vous le savez maintenant les amis, puisque vous avez suivi, toute l'histoire, de cette émission Faux départ, moi je suis partie en mode, je vais enquêter et puis, à chaque fois que je voyais quelque chose, je me disais: «Ah non, ça faisait rebondir sur un autre truc». C'est pour ça que je dis que en fait, on va devoir, faire une capsule 2 sur la péri, au moins une 2. Et je me suis rendu compte que, comme tu parlais de maltraitance au début de cette vidéo, il y a énormément de femmes qui ont eu des épisiotomies sans le savoir, comme ça a été mon cas. Donc, c'est clairement une maltraitance. Mais en plus, on leur dit: «Oui, mais c'est pour éviter la déchirure». Mmh. Alors, on vous a fait une épisiotomie pour éviter. Alors moi, du coup, j'ai eu une déchirure et en fait, ce qu'on apprend quand on fouille et qu'on se renseigne, c'est que c'est pas, d'abord, la déchirure et du coup: «Ah oui, mais vous avez fait une épisio», c'est que ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'épisiotomie favorise la déchirure et parce qu'on est en mode péridurale, on est sur le dos, dans la plupart du temps. On pousse mal parce qu'on ne sait pas du tout où il faut pousser, on sent plus rien et du coup, on n'a pas ce réflexe d'éjection du fœtus. En fait, tu vois là, quand on parle de l'effet toboggan, c'est c'est le prénom en fait, hein. C'est clair. Dans quel sens tu as envie d'aborder cette dernière partie de notre capsule 1 sur, la péri? Est-ce qu'on parle de ce réflexe d'éjection? Parce on n'a pas Ouais. parlé de la poussée. Exact. Ben, je pense qu'il faut faire un épisode sur, le périnée puis sur la poussée réflexe là, Mmh. parce qu'il y a 1 million de choses qu'on peut faire pour protéger le périnée, tu sais, partons juste de l'idée, puis ça sera la graine pour, l'épisode sur le périnée. Dans les livres d'obstétrique, c'était écrit: «C'est juste une petite coupure». Fait qu'on devrait en faire à toutes les femmes. Puis moi, quand je vois ces machos de monsieur qui disent: «C'est juste une petite coupure», je leur dis: «OK, amène-moi ta main ici, là. Je vais te faire une petite coupure, là, juste là, tu sais, où tu as Ou toujours autre les mains chose, ou autre humides, là». chose. Ouais, tu sais? Puis Oui. tu as toujours les mains humides, là, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, tu laves la vaisselle, tu te laves le visage, tu laves tes mains, tu sais. Puis tu vas me dire si c'est juste une petite coupure de papier qu'on a, tu sais, des fois, tu as ça, là, sur le bord de ta main, comment ça fait mal. Fait que, tu sais, Alors juste, partons. Julie, excuse-moi, une épisiotomie, c'est l'équivalent d'une déchirure au 2e degré, hein. Je précise, hein. Ouais, c'est ça. Fait qu'une épisiotomie, ce que c'est on coupe, le tissu du périnée, là, entre la vulve et le vagin, entre le vulve et l'anus. Fait qu'on coupe, là, ça peut être un petit peu, puis ça peut être plus. Mais il faut faire un épisode là-dessus parce que c'est grave, parce que c'est sérieux, parce que c'est injustifié, puis c'est une violence abusive. Tu sais, en Algérie, 100% des femmes qui enfantent pour la première fois ont une épisiotomie. Aux États-Unis, il y a même des épisiotomies qui se font après la naissance. Voilà. Tu sais, la femme, Extraordinaire, ça fait que là, extraordinaire. tu dis vraiment, le bébé, il est né, là, puis là, tu la coupes après. Ah oui, mais c'est un protocole. Fait que tu vois bien que c'est pas dans l'intérêt de la mère. Mais ça, c'est des extrêmes un peu, mais quand même, ça montre à quel point c'est un sujet qui est important. Fait que le point que je voudrais faire avant qu'on se laisse sur, le réflexe expulsif, c'est que le réflexe expulsif, c'est un réflexe qui survient quand le bébé descend dans le vagin.
il va activer le nerf pelvien puis d'autres fibres nerveuses qu'il y a autour, qui va envoyer un signal au cerveau de déclencher de l'ocytocine naturelle qui va créer des contractions fortes, qui va faire descendre le bébé encore plus dans le vagin, qui active le nerf pelvien, qui envoie des signaux, puis c'est une boucle de rétroaction. Quand ces fibres-là fonctionnent, ils envoient le signal d'envoyer des contractions plus fortes qui font descendre le bébé, et ça fait descendre le bébé, et ça crée éventuellement un réflexe expulsif. Quand les femmes sont sous analgésie locale, quand ils ont une péridurale, ces nerfs-là ne communiquent pas le même signal. Ils ne le communiquent pas parce que c'est des nerfs qui ont aussi un effet sensitif, hein, ils créent aussi des sensations. Ces nerfs-là, ils deviennent en partie analgésiés. Donc, ils ne communiquent pas l'information, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réflexe expulsif quand les femmes ont des péridurales. Puis, c'est de là aussi qu'est venue toute la notion de pouce, puis de pousser coaché, là, qui est comme une catastrophe. Tu sais, simplement, c'est une catastrophe. Moi, je vais te dire juste rapidement mon histoire d'enfantement. J'ai eu le toboggan de tout, là, tu sais, j'ai commencé avec un déclenchement, puis toutes des hormones de synthèse, puis tout le kit. Puis moi, je savais même pas que ça existait, le réflexe expulsif, quand moi, j'ai enfanté. Et là, ce que je savais faire par ailleurs, c'était de gérer la douleur, parce que j'étais déjà maître de yoga à cette époque-là. J'avais beaucoup d'entraînement mental, donc je savais comment me détendre, tout ça. De manière organique, là, c'est quelque chose que je connaissais très bien. Fait que j'ai pas eu de péridurale, mais j'ai eu un travail long et pénible parce que j'étais déclenchée avant mon terme, là, quelques semaines avant mon terme même. Au moment où, tu sais, tous les contractions à cause du synto étaient tellement fortes que après plus que 24 heures de synto, très, très fort, le bébé a commencé à être en détresse. Et là, ils m'ont préparé pour une césarienne. Ils m'ont rasé, parce que dans ce temps-là, ils rasaient systématiquement. Ils m'ont rasé pour une césarienne. Ils m'ont mis une sonde dans l'urètre. Puis là, ils sont partis. Tout le monde est parti. Puis il restait une personne dans ma chambre. Et puis c'était ma sœur. Puis à un moment donné, ça a juste commencé à pousser. Puis là, moi, j'étais allongée parce qu'ils m'ont mis sur la civière pour la césarienne. Puis là, tu sais, ça poussait, ça y allait tout seul. C'était comme vomir, tu sais, le réflexe que tu as quand tu vomis, tu y penses pas, tu sais pas. Puis là, ma sœur, qui est obstétricienne, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais? » Puis je la regarde, puis j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je sais pas, moi, c'est mon corps qui... Puis là, elle me dit « C'est expulsif. » Fait qu'elle sort dans le corridor à course, puis elle va là, puis elle dit « C'est expulsif, c'est expulsif. » Puis moi, j'étais en train de préparation pour une césarienne, là. Puis la médecin est venue, « Oh mon Dieu, tu t'es dilatée complètement. Puis là, prochaine fois que tu sens, tu sais, puis en une poussée, elle est née, là. » Fait que c'était facile de même. Fait qu'il y a personne qui m'a dit pousse, puis tu sais, ça n'a pas besoin, la nature, tu sais, la Cro-Magnonne n'avait pas un coach à côté d'elle pour lui dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Tu sais, la primate, là, elle n'a pas ça, le mammifère n'a pas ça, il le sent dans son corps. Fait que le gros devoir qu'on a, nous autres, les humains, c'est de tasser notre cortex, tu sais, le néocortex, le tasser, le pousser, puis juste de rentrer dans nos sensations. Et donc, ça permet de préserver le périnée, puisqu'on n'est vraiment pas du tout dans la poussée. Moi, j'ai vraiment vécu les deux, donc je peux tellement témoigner de la différence, hein. D'autant plus quand on dit à une femme, vous avez déjà déchiré, il peut y avoir une sensibilité, ça peut se reproduire. Là, je vais te dire sincèrement, 24 heures après la naissance de la deuxième fille, avec cette réflexe d'éjection, c'est comme si j'avais pas accouché. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est pas fait. Le périnée est pas fait. C'est pour ça qu'il faut faire une émission là-dessus, sur, tu sais, comment le périnée, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'ouverture de notre temple intérieur. Et ça doit être traité avec honneur. C'est honorable, notre périnée. C'est pas, tu sais, le nerf qui passe dans le périnée, il l'appelle le nerf honteux. Tu sais, c'est-tu assez clair comme définition, tu sais, le nerf honteux. Puis là, après ça, il l'appelait le nerf pudendal, qui veut dire nerf honteux, qui veut dire honteux, là, tu sais, pareil. Fait que je pense qu'il faut tout réapprivoiser notre périnée, nous autres, les femmes, puis enseigner à nos hommes comment honorer notre périnée, tu sais. Notre périnée est tout notre être, parce que c'est pas...
Les gens, ils séparent notre corps en morceaux, le vagin, la vulve, le périnée, l'anus, les seins, le ventre. On n'est pas ça, on est un être, une âme qui habite dans un corps physique. Fait qu'on fera une belle épisode là-dessus, mais c'est clair que quand il y a la péridurale, il y a plus d'interventions obstétricales qui vont suivre, il y a plus de forceps, il y a plus de ventouses, plus d'épisiotomie, plus de lésions sur le périnée, puis plus de césarienne. Fait qu'en le bilan, là, c'est ça. La vérité, c'est ça. Bien. Alors, je te remercie, Julie. Tu as bien défini on va dire, l'effet toboggan, puisque tu nous as encore rappelé que la césarienne arrive souvent à la fin de ce toboggan. Quand on pense que finalement, on va pouvoir enfin voir notre bébé, on nous sort le fameux code rouge. On n'a pas parlé du monitoring fœtal. Aujourd'hui, pourtant, on aurait pu, quand on parle de péridurale ambulatoire, eh bien, souvent, on nous dit: «Ah oui, mais en fait, vous pourriez marcher, mais du coup, on n'a pas le monitoring Wi-Fi. Donc du coup, vous devez quand même rester couché parce qu'on doit vous relier à des câbles». Avec ces monitorings qui, d'ailleurs, on en parlera, j'aimerais qu'on fasse une capsule là-dessus, n'ont jamais prouvé leur efficacité, bien au contraire. On va se quitter là aujourd'hui, Julie, parce qu'on arrive, après 1 heure de discussion au terme de cette premier épisode. Peut-être le dernier mot de la fin. On va faire Péri 2 les filles, hein. Je les entends, je les sens déjà, dire: Mmh. «Oui, mais en fait là, on avait quand même amorcé, plein de choses importantes en fin de capsule, mais on va devoir vraiment prendre une bonne heure pour parler du périnée, des Mmh. déchirures, des épisios et du lien effectivement avec cette fameuse poussée qui est aussi malheureusement on n'en parle pas assez, un moment ultra important avec lequel on peut faire un lien avec la péridurale dans les risques, puisqu'on parle tout le temps de la péridurale comme, «Ah ben, on sent plus les contractions», mais on parle pas de la poussée. Mmh. Je te laisse le mot de la fin, Julie. Absolument. Puis, je pense que ça va être important aussi que tout le monde en réapprenne qu'est-ce que notre corps, comment notre corps est structuré, c'est quoi les magnifiques ressources hormonales et neurophysiologiques qu'on a, qui vont nous aider à soulager. Fait que je dis pas qu'il faut enfanter dans la douleur. Je dis juste qu'il existe beaucoup d'outils. On peut apprendre ces outils-là. On peut devenir familier avec ça, puis que ça peut faire partie de notre arsenal pour faire face aux sensations intenses qu'on a. Puis ça, c'est pour les vieux, les jeunes, tu sais, c'est pour tout le monde. Parce que peu importe le type de douleur, il existe des outils, puis c'est pas juste un comprimé, c'est pas juste une médication, ça peut être bien d'autres affaires. Puis c'est très beau de découvrir tout ça. Merci Julie, beaucoup. Merci infiniment. Les amis, retrouvez la famille Bonaparte dans la barre d'infos sous cette vidéo et partagez, comme d'habitude, ces contenus pour les personnes. Je rappelle qu'en France, c'est à peu près 800 000 femmes enceintes chaque année. Au Québec, c'est des centaines de milliers aussi, enfin au Canada. On va y arriver, Julie. En tout cas, le succès de cette émission est bien au-delà de nos espérances et je suis heureuse de contribuer avec toi et ta fille et toute la gang, comme on dit chez vous, Mmh. à l'ouverture de cette boîte de Pandore parce que oui, l'humanité va survivre. En tout cas, c'est bien parti. On n'est pas encore des machines. On a besoin des utérus des femmes pour continuer à enfanter le monde. Mmh. Et je suis ravie de contribuer à cette magnifique aventure de déprogrammation collective à échelle mondiale. Voilà les amis, à très bientôt. Julie, ciao et merci encore pour ton beau sourire. Merci.